Voilà, bonjour à toutes et à tous, en tout cas à toutes celles et tous ceux qui sont devant leur écran d'ordi ou de tablette pour regarder cette émission un peu particulière, hein, moi qui me tient particulièrement à cœur et je pense que vous aussi, j'imagine que ce soir on aura quand même quelques questions. Bon, si vous n'êtes pas tout à fait prêt, écoutez, le replay sera disponible dès ce soir ou dès demain même directement sur le site www.emploi-nouvelle-aquitaine.fr et puis il y aura d'autres rediffusions sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Donc, si vous voulez voir l'émission, il n'y aura pas de souci. Avant, oh là, regardez, je fais tomber mon ustensile. Avant de commencer l'émission, je vous rappelle que c'est comme les autres émissions. Hein, il y en a eu, cette année, il y en aura eu 45. Donc, pour l'instant, on en aura fait 43. Les 43 sont bien passés. Une fois de plus, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec moi ou avec l'invité qu'on oublie la politesse, qu'on oublie la bienséance. On peut être sur Internet et respecter ces règles-là. Donc, je vous fais confiance. Et puis, de toute façon, si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, je couperai, mais il n'y a pas eu besoin de couper. J'en profite également pour remercier les partenaires de l'émission, la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse, la Chambre de commerce et d'industrie de Guéret, qui ont permis de réaliser toute cette saison dans de très bonnes conditions. Allez, je vais sans plus attendre vous présenter mon invité d'aujourd'hui et je suis ravi de l'accueillir. Voilà, vous l'avez face à vous. Bonjour Sylvie Benoît. Bonsoir. Sylvie Benoît, elle est directrice générale des PEP 19, donc la Corrèze. Les PEP, c'est une très grosse association. Hein. Vous allez nous expliquer un peu en quoi consistent les PEP 19, ce que vous y faites, qui vous êtes. Et puis, bien évidemment, on va parler beaucoup handicap tout au long de cette émission. Une thématique où je crois il peut être utile de faire preuve d'un peu de pédagogie parce que je me demande quand même si sur le fond, on n'a pas loupé quelques étapes en termes de communication par rapport au handicap et je me demande bien si tout le monde est au courant de ce qu'il en est réellement aujourd'hui et vers quoi on peut aller. En tout cas, c'est avec vous, on va parler de ça. Sylvie Benoît, la tradition veut que on sache un petit peu qui est l'invité du jour. Ok, vous êtes directrice générale des PEP, mais vous n'êtes pas née directrice générale des PEP. Vous avez une vie et je voudrais que vous nous racontiez un petit peu d'où vous arrivez. Alors bien sûr, dans les grandes lignes. Oui, bon, très rapidement alors. Donc, creusoise, éducation nationale, enseignante, chef d'établissement. Puis en 2005, un inspecteur d'académie m'a proposé la direction de l'association des pupilles de l'enseignement public de la Creuse. Donc les PEP, pupilles de l'enseignement public. C'est ça. Voilà, les PEP de la Creuse. Donc quand on est dans le secondaire, les PEP, pour moi, j'avoue, ne me parlaient pas. C'était plutôt la connaissance des CMPP, voilà, puisque lorsqu'on est principal de collège, on a des élèves qui effectivement prennent un taxi, sont conduits vers le CMPP, reviennent au collège, sans que pour autant on ait des liens, où on a eu des liens très importants avec les thérapeutes dont les enfants et par qui les enfants étaient accompagnés. Donc très peu de connaissances en fait des PEP. Et j'ai saisi cette opportunité qui m'était offerte. Dans un premier temps sur on appelle ça une mise à disposition par la Fédération Générale des PEP auprès de l'Association des PEP de la Creuse. Dans un premier temps, c'était 24 mois et en fait, depuis 2005, je n'ai pas quitté le réseau des PEP. Voilà. Très bien, donc un lien entre l'éducation nationale et puis les PEP, et puis donc une plongée, même si elle a peut-être été progressive, dans le secteur du handicap. De façon générale, de ce que vous vous souvenez, c'était quoi votre représentation du handicap en tant que citoyen, tout simplement? Oui, en tant que citoyenne, en tant qu'enseignante, en tant que chef d'établissement, ma vision du handicap était vraiment réduite, je dirais, au handicap visuel, c'est-à-dire celui qu'on voit. Voilà. Ni plus ni moins. Soit quelqu'un à qui il manque une jambe, soit quelqu'un qui est en fauteuil roulant, voilà, la base. La problématique, d'ailleurs, le handicap,
à l'école ou en collège ou en lycée, on était surtout attachés jusqu'au début des années 2000 à se dire on a des escaliers, si on a un élève en fauteuil, qu'allons-nous faire? On était sur la logique d'accessibilité. C'était l'accessibilité. Avant l'accessibilité au savoir et à la transmission de ce savoir. Citoyenne tout court. Ouais. C'est ça. Et vraiment, alors, l'école ne prenait pas en compte, on va dire, les élèves globalement qui n'étaient pas dans la norme. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours heurté, froissé, questionné, quelquefois choqué aussi. Et cette opportunité que m'a donnée cet inspecteur d'académie, je pense qu'il avait vu aussi que peut-être il y avait un terreau peut-être qui était que j'allais être particulièrement sensible et que je pourrais développer des compétences qui seraient nécessaires dans une association comme les PEP. Très bien. Allez, Walter, bienvenue Walter, toujours le premier. Bonjour, tant que tu es là Walter, merci de me faire un retour sur le son. Tu sais que c'est ma grande obsession. La semaine dernière, c'était moyen. Là, je pense que le son est bon, mais merci de me le confirmer. Sylvie Benoît, on ne va pas refaire tout l'historique des PEP, mais quand même, c'est important de savoir un petit peu ce qu'est cette association. C'est une association gestionnaire ? Alors, c'est une association gestionnaire. Je dirais que les PEP ont un lien très très étroit avec l'éducation nationale, puisqu'en fait, après la Première Guerre mondiale, ce sont les inspecteurs d'académie qui ont créé ces associations, donc pour les orphelins de la guerre, les pupilles de l'enseignement public. Donc on voit bien vraiment tout le sens et les liens qui vont se tisser au fur et à mesure entre l'éducation nationale. Donc on n'est pas sur une association de parents, oui, c'est vrai, ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans le handicap. Voilà, on est vraiment sur une association issue de l'éducation nationale avec cette volonté de scolarisation, d'aider les plus vulnérables. Et ça, on voit bien que ce sont des valeurs qui continuent à être portées, même si depuis, je pense que c'était sous le gouvernement, sous tout au moins la présidence de Sarkozy, j'en suis sûre, où les inspecteurs d'académie, on leur a demandé de quitter leur fonction de président des associations départementales des pupilles de l'enseignement public. Voilà. Ça, c'était aussi une particularité puisque elles étaient toutes associations gestionnaires, soit de centres de vacances, ça c'était un peu à l'origine, puis les PEP ont développé des compétences sur le secteur médico-social. Et là, effectivement, il y a eu une demande très forte du ministère de l'Éducation nationale pour que les présidents des PEP ne soient plus des inspecteurs d'académie, mais des administrateurs, des bénévoles élus. Alors, on en profite pour saluer Marie-Hélène, que vous devez connaître. Oui. Marie-Hélène Barra, parce que c'est quelqu'un de la maison. C'est quelqu'un de la maison. Voilà. Alors, pour les gens qui connaissent le secteur du handicap, dans l'ex-Limousin, en tout cas, c'est une légende, faut le savoir, Marie-Hélène Barato. C'est une légende, c'est un point de repère, c'est un phare. C'est un phare. Ressources pour les PEP 19. Voilà, et pour le reste, merci les PEP. On va, alors, pendant que vous discutez, vous l'avez pas à l'écran, il n'y a que moi qui l'ai. Vous m'avez fait passer quelques films. Il y en a un là qui retrace un petit peu l'histoire des PEP. Alors, tel que vous en parlez, et c'est normal, on ne va pas passer toute l'émission là-dessus, mais on va rentrer dans le détail un petit peu de l'ensemble des choses que vous gérez. Mais en Corrèze, c'est énorme. C'est énorme. C'est une grande association, mais alors grande par le terme ressources, la richesse humaine que nous avons effectivement au travers de l'ensemble des établissements et services. Alors moi, j'ai intégré les PEP 19 en 2016 et j'ai eu vraiment la joie de découvrir une grande association et qui continue à grandir. Mais qui continue à grandir, ce n'est pas la volonté de vouloir être de plus en plus gros. Elle va au besoin. Voilà.
hein, ne nous perdons pas, Oui. c'est vraiment grandir dans le sens où on doit être au plus près des besoins. Voilà, c'est vraiment répondre aux besoins des tout petits, hein, avec le CAM, c'est aussi cette Voilà, richesse-là. on va voir Voilà. tous les publics. Jusqu'aux personnes en situation de handicap vieillissantes qui ont travaillé en ESAT. Voilà. Alors une petite précision, on est bien d'accord, on parle bien d'une association. Hein. L'association, c'est pas antagoniste à expertise et professionnalisme. Hein. C'est bel et bien un socle associatif. Tout à D'ailleurs, fait. et je pense que vous aurez l'occasion d'en parler, d'en reparler, avec un certain nombre de valeurs fondatrices, mais qui fait travailler et qui travaille avec des professionnels. Voilà, hein, des professionnels toute la journée, partout. C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Alors vraiment là, et moi je tiens vraiment en tant que directrice générale, et je sais que les administrateurs me suivent vraiment sur cette voie de vraiment se dire que nous sommes avant tout une entreprise avec... Oui, c'est important. Et oui, c'est important. C'est important parce que même si nous avons des valeurs, hein, des valeurs que nous portons tous, nous avons des... Enfin, moi, je me sens garante d'une commande publique dans le secteur médico-social. Je suis garante des dotations. C'est de l'argent public. Bien sûr. Et à ce titre-là, effectivement, nous devons être aussi de bons gestionnaires. Alors, c'est aussi pour ça que vous êtes là, hein, parce que même si le sujet du handicap m'intéresse, c'est bien, il y a de l'écho dans mon salon. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une économie de la santé, du médico-social, etc. Tout à fait. Et ça en fait partie. Hein, ils ont un comptable, hein, même plusieurs, j'imagine. Tout à Ils ont fait. des comptables. Et effectivement, alors, je vous le dis, je vous l'annonce, le 22 juin prochain, j'aurai le plaisir de recevoir à la place de Sylvie Benoît ici, Sophie Girard, qui est directrice de l'ARS, oui. l'Agence régionale de santé, avec laquelle on va parler aussi économie de la santé, économie du médico-social. Alors, on en discutait un petit peu sur l'autre canapé que vous reverrez sans doute un peu un jour. On a la chance, moi je trouve, de vivre dans des petits départements, hein, où la proximité est quelque chose de très important et peut être très utile en termes d'efficacité et d'efficience. Oui. C'est là aussi un des enjeux, un des objectifs des PEP, c'est d'être au plus près des besoins sur le territoire. Donc pendant que vous allez parler, oui, on a la carte qui s'affiche. Alors, oui, vraiment la volonté des administrateurs, et depuis de nombreuses années, hein, on le voit au travers des différents projets associatifs, vraiment cette volonté d'être au plus près et sur l'ensemble du territoire, sur le département de la Corrèze, ça c'est une volonté forte. Donc, ce que nous, en tant que directeur, hein, moi, directrice générale, je ne fais rien si je n'ai pas de directeur, et eux ne peuvent rien faire si il n'y a pas des salariés, des professionnels compétents, engagés et formés sur le territoire. Donc ça, c'est important. Voilà, on a une opportunité, par exemple, à saisir sur un territoire qui est le secteur d'Obja. Là, avec la commune, on va travailler parce qu'on sait qu'on a des listes d'attente importantes sur le CESAD. Eh bien, saisissons cette opportunité. Travaillons avec les collectivités locales, les collectivités territoriales. C'est en discutant, c'est en se comprenant, en se connaissant qu'on va régler beaucoup de nos problèmes. J'en suis convaincue de ça. Alors, ça aussi, on le disait... On le disait tous les deux, on va pas tout développer tout de suite, mais je trouve que l'exemple est intéressant dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on va travailler avec un territoire parce que l'on sait que sur ce territoire, il y a des choses à faire. Ce que j'entends aussi là derrière, c'est qu'aujourd'hui, l'accompagnement, la prise en charge des personnes en situation de handicap, ce n'est pas simplement la problématique des PEP, ce n'est pas la problématique de la DAPI, de l'APF, c'est la problématique de tous. Et c'est bien en conjuguant les efforts sur les territoires que l'on va avancer vers cette fameuse citoyenneté pleine et entière. Et puis surtout aussi venir en aide, on aura l'occasion d'en parler, aux familles qui, pour certaines, sont dans une grande souffrance. Mais l'autodétermination, comment on peut parler d'autodétermination si dès le plus jeune âge, on n'accompagne pas ?
Donc l'accompagnement, il va se faire au travers de la scolarisation. Il faut qu'on soit avec l'éducation nationale. L'éducation nationale seule ne va pas pouvoir gérer, on le sait. C'est clair. Voilà, il va falloir travailler avec les communes sur peut-être aussi tout ce qu'on va pouvoir innover. Il faut qu'on ait une intelligence collective qui soit novatrice, ça c'est sûr, et on ne pourra pas l'avoir. Ça ne sert à rien que les PEP 19 phosphore Oui, c'est pas la peine d'agiter les bras si vous êtes là, tout seul. Hein. c'est évident, c'est évident. Voilà, hier j'étais au conseil départemental, la semaine dernière avec le conseil départemental mais la MDPH, hier c'était l'ASE. C'est comme ça qu'on doit travailler. Exactement. Il faut qu'on se nourrisse vraiment pour donner du sens à notre action, il faut se nourrir des besoins. Alors à la fois les besoins des familles, des usagers, mais aussi de nos partenaires, parce que sinon ça ne va pas servir à grand-chose. Bon, c'est clair, hein, puis ça fait partie aussi de véritables orientations qui sont posées. Alors à la fois, il y a le bon sens qui devrait s'imposer, parce que c'est bien joli, là aussi, on peut en profiter, on est entre nous pour dire les choses. Bien souvent, quand on parle de handicap, on a beaucoup d'empathie, on a beaucoup de ceci, cela. Bon, la réalité, c'est qu'on n'en voit pas encore beaucoup dans la rue. La réalité, c'est qu'il y a plein de choses qui ne sont pas accessibles, et pas simplement en termes d'accessibilité physique ou logistique. Oui. Et il y a des questions à se poser. Et je reviens, et je reviendrai dessus, sur aussi la problématique du handicap. C'est un peu la même que celle de l'autonomie en général. C'est comment on vient en aide aux familles. C'est bien joli, on va parler des places qui existent moins, etc. Mais quand il existe moins de places, ça veut dire que les gens sont plus à domicile. Et quand ils sont plus à domicile, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, allez, Marie-Hélène, la bonne nouvelle, c'est qu'elle nous a dit que le son fonctionnait. Donc ça veut dire que tout le monde entend, c'est plutôt bien. On va commencer par le début, si vous voulez bien. Et je vais vous demander de faire un petit effort, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas le handicap. Donc quand vous utilisez CESAD, machin, dire ce que c'est. Parce que les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et alors, le pire, c'est que moi non plus, je ne sais pas forcément. J'ai tellement l'habitude de ces mots-là que je ne sais pas. Voilà. Donc, on va commencer par les enfants. Vous allez nous expliquer un peu, de façon assez générale, ce à quoi participent les PEP pour la prise en charge et l'accompagnement, j'insiste bien là-dessus, des enfants en situation de handicap. Ça commence tout de suite, ça commence très tôt aujourd'hui, même je dirais même avant, puisqu'une partie du handicap, on verra quand on va parler de certaines pathologies ou de certains troubles, aujourd'hui on a du dépistage précoce. Oui. Alors, c'est vraiment, pour moi, ça a été une découverte. La grande découverte dans le handicap, c'est le handicap du tout petit, par le biais du CAMS, Centre d'action médico-sociale précoce. Voilà. Donc c'est vraiment, alors là, je dirais, on est dans à la fois de la prévention et de la précocité et un accompagnement peut-être plus des familles liées à l'annonce du handicap. C'est là où l'équipe du CAMS va accompagner la famille avant même quelquefois la naissance de l'enfant. On est sur un service de néonat. Nous, on a vraiment une équipe au CAMS avec une pédiatre qui est directrice médicale, Séverine Cassagne, qui vraiment... et au-delà de la profession de pédiatre, être directrice de CAMS, c'est un engagement fort. C'est développer ses compétences, s'adapter à des pathologies peut-être qu'on n'a pas eu à connaître et se former notamment sur l'autisme. Séverine Cassagne a beaucoup travaillé, s'est formée sur l'autisme et aujourd'hui, cette compétence-là qu'elle a transmise aussi à son équipe permet d'avoir un accompagnement qui est sur un suivi des familles, un suivi des enfants. Et le service CAMS, en fait, cette structure peut intervenir aussi en néonat et va travailler avec les parents en amont quelquefois de la naissance sur cet accompagnement. Comment on va pouvoir accompagner la famille à l'annonce aussi de ce handicap. Parce que ce handicap d'enfant tout petit,
il est très souvent caché. Si on a une problématique de polyhandicap dès la naissance, et vous pouvez, alors là tout à l'heure vous parliez dans la rue, mais là non, vous allez passer de structure en structure, peut-être même être perdu de vue. On sait que dans certaines structures, il n'y a plus de familles qui viennent quand ils ont 30 ans, quand ils ont 40 ans. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup fait réfléchir sur la Creuse et le CAMS. Et j'avais déjà l'occasion de travailler avec Séverine Cassagne au niveau de la région. Et vraiment, la précocité de la prise en charge, elle sait tellement bien l'exprimer, elle, avec ses termes, mais aussi avec des chiffres, avec des données. Ça, c'est important qu'on ait ce service-là. Parce qu'en fait, il va être le début, en fait, au PEP 19, et c'est vraiment une richesse pour cette association d'avoir ce CAMS qui va après pouvoir, au fur et à mesure du temps, et du développement de compétences, justement de faire régresser certains handicaps et surtout ne pas surdimensionner le handicap à partir des tout petits. Après, on a le CMPP. Il y a un enjeu aussi, je trouve, à la précocité. Alors, on va avoir une partie où on va parler d'autisme, puisque vous intervenez dans le champ de l'autisme. Pendant très longtemps, historiquement, on ne savait pas trop d'où venait l'autisme, etc. Il y a des parents qui se sont sentis un peu stigmatisés, responsabilisés. Les mamans surtout. Les mamans, vous avez raison. Et à un moment donné, au travers de ce handicap, de ces troubles-là, on sentait une certaine défiance entre les familles qui savaient, puisqu'elles vivaient, et les professionnels dont elles voulaient l'aide, mais qu'elles considéraient comme étant un peu de l'autre côté de la barrière. Et je trouve, moi, que plus ça va, plus on avance, plus on a de précocité dans l'accompagnement, plus la confiance s'instaure entre les familles et les professionnels, parce qu'il y a besoin, on y reviendra peut-être aussi, il faut l'accepter, je pense, d'un certain lâcher-prise aussi des parents dans certaines situations. Et ça favorise bien évidemment le développement et le déroulement, parce que, qu'on trouve ça regrettable ou pas, il y a des handicaps où les parents seront régulièrement, voire tout le temps, en lien avec les professionnels. Et il y a besoin d'une véritable confiance, complicité, bien souvent, pour que les choses avancent. Plus cette confiance sera gagnée dès le plus jeune âge, plus ce sera facile pour les parents, effectivement, de lâcher prise, de prendre des moments de répit. Ça, c'est très important. Voilà. Et c'est vraiment peut-être ce qui sera à développer dans quelques années. C'est vraiment que l'acceptabilité des parents passe aussi par l'acceptabilité de phases de répit, de ce qu'on peut appeler quelquefois des fenêtres thérapeutiques. Ça vraiment pour les parents. Et vous parliez de l'autisme tout à l'heure. Effectivement, on voit bien, moi je l'ai vécu en tant que directrice, sur l'incompréhension de certains professionnels face à des parents qui savaient mieux que les professionnels, qui n'étaient pas formés aux troubles de leurs enfants, qui avaient appris au travers d'associations de parents. Et je trouve que là, il y a une véritable évolution. Et heureusement, notre secteur, le secteur médico-social, a su rebondir et a su admettre effectivement que la parole des parents, elle devait être prise en compte. Et il faut, peut-être que, vous voyez, je saute ça un fuse, peu. Ça fuse, tant mieux, c'est mon boulot, après je recadrerai. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de la différence entre une association gestionnaire issue de parents, c'est-à-dire la volonté des parents qui avaient des enfants handicapés ou adultes handicapés, et puis les PEP. La différence, effectivement, on n'est pas du tout sur la même origine. Mais c'est vrai que nous n'avons pas, nous, au PEP, encore vraiment ouvert aux familles, par exemple, nos conseils d'administration. Voyez ? Et là, c'est une impulsion qu'on va donner. Ça y est, le conseil d'administration, aujourd'hui, des PEP 19, est prêt à s'ouvrir à ce qu'il y ait aussi des représentants, et pas simplement par l'obligation, par les CVS. Ça, c'est important. Il faut aussi
qu'on apprenne à travailler, à écouter les parents. Vous avez raison de le dire. Alors, ça, c'est pareil, hein, on pourrait passer 2 jours à discuter de tout ça. C'est des sujets qui sont passionnants. Mais c'est important quand vous dites, aujourd'hui, les PEP sont prêts. Alors, j'allais rebondir tout à l'heure sur le fait qu'on prend de plus en plus, et tant mieux, en considération la volonté des usagers, la participation dans les équipes des parents, etc. Et il y a cette fameuse représentativité des parents, des usagers au sein des instances, etc. C'est intéressant quand vous dites aujourd'hui nous sommes prêts, parce que peut-être qu'il y a des gens qui écoutent là, mais d'ailleurs vous pouvez parler, hein, enfin vous pouvez écrire en tout cas. Il y a des gens qui écoutent et qui disent mais bien sûr c'est évident, bien sûr il faut associer. C'est pas si évident que ça. Et ni pour les uns ni pour les autres. Quand on se penche dessus, vous avez bien fait de le redire, je trouve. On ne le fait pas parce que c'est une loi qui le veut ou quoi que ce soit. Voilà, on le fait parce que ça relève d'une véritable réflexion. On va vraiment laisser sa place à la personne qui vient, etc., etc. Et ce n'est pas si évident que ça. Il ne suffit pas de bonnes intentions là-dedans. Hein, on est d'accord là-dessus. On est d'accord. C'est très, très, très important. Et oui, il faut que ce soit réfléchi. Alors, on a vu le CAMS, vous l'avez très bien expliqué, explicité, en tout cas ce qui concerne le CAMS des PEPS. En termes de dispositifs ou d'établissements enfants, grosso modo, quels sont les plus marquants et à quoi ils servent de façon assez synthétique? Bon, alors donc après, on a les centres médico-psychopédagogiques, CMPP, on est d'accord que le CAMS et CMPP, juste pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont des dispositifs ambulatoires. De droit commun ambulatoire sans orientation MDPH. Voilà, de droit commun ambulatoire sans orientation MDPH. Ça veut dire que si c'est sans orientation MDPH, on n'est pas foncièrement dans le champ du handicap. On est dans le champ éducatif, on est dans le champ de l'accompagnement, éventuellement du sanitaire, mais pas forcément dans le champ du handicap. Et surtout, je le dis parce que les gens, on peut avoir des représentations un peu passées, les enfants ne sont pas enfermés. Hein, on est d'accord. D'accord. Ouais. Alors, après, donc on a aussi des services de soins à domicile, mais ce qu'on appelle le soin à domicile, hein, c'est pas... comme c'est chez les personnes vieillissantes où on vient faire le ménage, la toilette. Là, on est sur un accompagnement dans les milieux de vie de l'enfant. Ça peut être à la crèche, ça peut être à l'école ou au centre aéré. Là, par contre, il y a une notification, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance du handicap pour les enfants et donc un accompagnement qui est de type ambulatoire aussi, sur les lieux de vie de l'enfant, à l'école, à la crèche, en garderie. Voilà. Après, on a les IME, les instituts médico-éducatifs. Alors, nos IME, alors tout à l'heure, vous avez utilisé le terme fermé. Alors, oui, exprès. Hein. Oui, mais bien sûr que vous l'avez utilisé volontairement, ce terme. Alors, les IME, aujourd'hui, ne sont plus fermés. Voilà, c'est très clair. On a des écoles, on a des jeunes qui sont dans l'IME, qui montent dans le car, qui sont accompagnés, qui vont en classe sur un temps déterminé. Il y en a aussi qui ne peuvent pas. C'est lié à leur pathologie, à leurs troubles, à leurs déficiences. Voilà, donc ça, on a différentes situations. Mais il y a quand même bien longtemps que l'IME n'est plus fermé. Au contraire, l'IME est ouvert sur le monde culturel, artistique, sportif. Alors sportif, bah, vous voyez là, hein, allez, je saisis quand même. Allez-y. Oui, parce que là, à l'heure où nous parlons, ensemble dans votre salon, il y a une remise des trophées à l'IME d'Ussel pour une action qui est sur l'Olympisme 2024. C'est-à-dire qu'on a un éducateur sur l'IME d'Ussel qui est sportif et qui sait transmettre sa passion du sport. Voilà. Et il sait transmettre sa passion du sport. La semaine dernière, il était à Roland-Garros avec des jeunes de l'IME. Voilà. Et là, ils sont en train de préparer. Ils ont eu un trophée parce qu'ils participeront au JO en tant que spectateurs, mais à d'autres actions aussi. Voilà. Et donc, c'est bien ce qui prouve que les IME ne sont pas fermés. Les IME sont ouverts. Par contre, ils sont
pour ces jeunes, ils peuvent être hébergés. Alors, je dis Bien bien, sûr. ils peuvent être hébergés en internat. Et là aussi, du séquentiel, ça peut être par... Il y a beaucoup de choses individualisées. Hein. On On est dans du individualise, collectif, voilà, mais l'accompagnement et Est la prise en charge individualisé. est individualisée. Je vais juste me permettre de rajouter quelque chose. Dans le temps, je grossis le trait, vous avez le droit de me dire que c'est pénible ce que je dis, mais je le fais exprès parce que des fois on a du mal à se rendre compte. Dans le temps, on disait voilà, un enfant il est handicapé, grosso modo il rentre handicapé dans l'établissement, et puis qu'est-ce qui se passait? Plus tard il rentrait dans un établissement adulte handicapé, et puis il sortait de là. Voilà. Ça c'était l'ancienne vision. Je ne dis pas qu'elle était mauvaise, mais en tout cas c'est ce qui était celle qui était... voilà. C'était Aujourd'hui, celle qui était offerte. si je pousse un peu, un enfant qui rentre dans un IME, certes il y rentre parce qu'il a besoin d'une prise en charge spécifique, hein, mais on n'est pas dans l'occupationnel. Ce dont vous parlez là, on est dans l'éducatif et on est dans un mouvement le plus adapté possible vers son autonomie. L'objectif, c'est bien à un moment donné d'amener ces enfants vers une autonomie qui sera celle qu'elle est, mais une autonomie. Et pas de dire il est condamné à rester dans un établissement. Un enfant qui rentre en IME n'est pas condamné à rentrer dans un établissement adulte et à y rester toute sa vie. Bien évidemment. Alors ça c'est vraiment aussi une volonté forte des PEP 19 de ne pas faire de filière. Hein. C'est-à-dire que, allez, on est dans un goulot d'étranglement, on reste... Non. Alors, et pour le coup, franchement, c'est en train de se développer. Hein. On le voit bien, parce que là aussi, les directeurs des IME sont très ouverts. Alors, on a par exemple un IME sur Tulle, enfin, sur le bassin de Tulle à Sainte-Fortunade, où on a un centre de formation apprenti inclusif, un CFA inclusif. Dont on va parler. Voilà. Bon, et bien là, on a la démonstration qu'on peut avoir un CFA inclusif dans un IME. Alors, vous me direz, c'est pas très inclusif. C'est pas vraiment le problème de la localisation. C'est ce qu'on y fait. Et quel sens on donne aux actions qu'on a. Voilà. Nos apprentis qui peuvent être aussi, qui ont pu être à l'IME, vont découvrir l'apprentissage. Donc, ils vont découvrir une collectivité territoriale, ils vont découvrir une entreprise. Ils peuvent aussi être passés en immersion à l'ESAT, et c'est ça l'intérêt. La richesse d'une réponse multiple, c'est celle qui va permettre aux jeunes de pouvoir peut-être choisir et de se déterminer sur ce qu'il a envie réellement de faire. Et les IME, par le biais d'une scolarisation possible, accompagnée, aménagée, par le biais d'internats où on leur donne la possibilité d'avoir aussi une autonomie dans des chambres. Il y a des chambres sur Brive, il y a des chambres sur Tulle, où il y a un accompagnement. Et tout ça est préparé avec des éducateurs compétents qui savent où ils veulent amener. Je crois que vraiment, le secteur médico-social se fixe des objectifs. Un projet personnalisé, oui, c'est très bien, hein, ça peut être des mots alignés. Il faut toujours avoir des objectifs liés aux compétences, à l'envie et à la détermination que le jeune va vouloir vraiment avoir et mettre en œuvre. Et dans les IME, mais comme dans beaucoup d'IME, hein, je ne prône pas la compétence plus particulière des PEP 19, mais vraiment, il y a une volonté, vraiment une volonté des professionnels à se former et à à accompagner les jeunes le plus possible vers l'autonomie. C'est le permis de scooter, c'est cet accompagnement à être dans une chambre, soit en colocation, apprendre à gérer un peu son budget, apprendre à se servir d'une plaque chauffante, d'un micro-ondes. C'est ça. C'est ça. Alors ça peut paraître de petites choses, mais effectivement, mais il faut voir aussi d'où on part, bien sûr, et vers quoi on va. Voilà. Hein. On en est tous là. Hein. Mais aujourd'hui, il peut y avoir des jeunes à 18 ans qui partent à l'université en appartement et qui peuvent être qui ne savent pas faire fonctionner la plaque. Voilà. Hein, et donc, c'est tout cet accompagnement qui va être individualisé. Et la chance qu'on a, la richesse qu'on a, c'est qu'effectivement, on a des réponses, nous, à l'interne, mais aussi on travaille avec
avec tous les partenaires du département. Alors, Marie-Hélène, bien sûr, Marie-Hélène. Alors, Marie-Hélène, elle dit au top l'IME du sel, une première régionale, et elle dit le CFA inclusif est le seul en Nouvelle-Aquitaine, Oui. en pleine complémentarité des autres CFA du territoire. Marie-Hélène, on va en parler. On va en parler un petit peu plus tard, puisqu'on a quelques images, etc. Mais je voulais poser une ou deux questions à Sylvie qui n'étaient pas prévues, parce qu'on travaille, bien sûr, on travaille en amont. Deux choses. La première chose, il faut aussi que les gens l'entendent. C'est pas parce qu'il se passe plein de choses dans les IME qu'il n'y a pas des situations qui sont extrêmement difficiles. On est d'accord, hein? Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que aujourd'hui, et je suis le premier à le faire et à le reconnaître, vous disiez les équipes, elles progressent, elles se forment, elles évoluent. Mais aujourd'hui, on leur demande beaucoup aux équipes. Aujourd'hui, vraiment, moi je ne suis pas sûr que dans mon métier de tous les jours, je voudrais évoluer autant que ça, parce que s'adapter, j'allais dire en permanence, c'est pas si confortable que ça. Ça peut être valorisant, mais c'est pas si confortable que ça. Parce que dans le même temps, il y a tout ça que l'on peut faire avec certains jeunes, avec lesquels on peut avancer. Et puis il y a aussi d'autres choses qui existent, les troubles du comportement, beaucoup de violence à l'intérieur des établissements, le fait que certaines choses soient possibles en établissement, puis pas à domicile, etc. Il faut le reconnaître. Il faut, je pense, une fois de plus, valoriser tout ce travail qui n'est pas simple, et aujourd'hui aussi parler de ces métiers qui connaissent une difficulté de recrutement. Parce qu'il y a de véritables difficultés dans ces métiers, sans doute de reconnaissance, et puis de véritables difficultés dans le travail de tous les jours. Alors, c'est vrai qu'on est dans un contexte qui ne favorise pas, on va dire, la transformation et peut-être l'engagement des professionnels comme on souhaiterait, nous, dirigeants, la voir se concrétiser. Je crois qu'effectivement, on est sur une problématique d'attractivité, hein, c'est le mot, voilà, hein, maintenant c'est le mot un peu à la mode, hein, l'attractivité du secteur médico-social, que l'on ressent, hein, je dirais qu'au PEP 19, voilà, depuis 2 ou 3 appels à candidature, on le voit bien, on est en difficulté. Et je ne parle pas d'orthophonie ou de psychomote. Là c'est introuvable. Hein. Là, voilà, hein, là c'est des pépites. Non. Je suis sur éducateur, ça peut être aide-soignant, veilleur de nuit. On est en difficulté. Infirmière, voilà. On a eu depuis 2020 cette crise sanitaire qui peut-être a remis en question des trajets de vie, des voies professionnelles. C'est évident. Là, il y a eu les personnes qui n'ont pas souhaité être vaccinées et qui ont fait autre chose parce qu'il fallait bien manger. Bien sûr. C'est ça. Sûr. Et bon, nous, on était contraintes de les suspendre. Mais on voit bien qu'il y a effectivement peut-être, alors je ne vais pas dire une perte de sens, mais peut-être des questionnements aujourd'hui de certains professionnels qu'ils n'avaient pas avant. Par contre, je crois que quand même, nos professionnels, ceux qui restent, ils sont engagés. La transformation, enfin, on ne transforme pas parce qu'on a envie. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir une ministre qui dise il faut que ce soit comme ça, vous devez faire ça, vous aurez du fric pour ça, vous n'en aurez pas pour autre chose. Oui, c'est vrai. Mais nous, en fait, sur le terrain, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Donc les équipes, on travaille avec eux, c'est construit. Et elles savent, les équipes, que on ne pourra pas faire à l'inverse des besoins. Bien sûr. Voilà. Et je crois que ça, c'est notre force dans le secteur. Alors, effectivement, il va falloir qu'on ait des professionnels qui soient engagés. Là, on lance une transformation, nous, qui est de transformer nos IME et notre CESAD, notre service de soins ambulatoires, en dispositif d'accompagnement médico-éducatif, DAM. Alors oui, c'est une transformation, mais en fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on réponde aux besoins des jeunes. Bien sûr. Avec peut-être cette injonction de l'inclusion. Alors moi,
Je suis très modérée. C'est le grand mot. Le 100% inclusion, je ne m'y retrouve pas. Je ne m'y retrouve pas. Par contre, qu'on me Vous parle parlez d'inclusion scolaire? de toute forme d'inclusion. De toute forme d'inclusion. Ça Ça ne veut ne pas me dire que parle vous pas. êtes contre. Non, non, C'est pas parce que vous y retrouvez pas que vous êtes contre le principe d'inclusion. non. Moi, je suis avant tout une fonctionnaire. On a un État régalien qui ne peut nous dicter des commandes publiques. Ça, je ne m'y oppose pas. C'est pas ça. Mais il faut que l'inclusion, elle soit raisonnée. Et à nous sur le terrain, c'est nous les professionnels, c'est nous les associations gestionnaires, à ramener vraiment le vrai La sens qu'on cohérence. donne à l'inclusion. Ouais, bien sûr. Il faut que ce soit raisonné. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on en devienne maltraitant. La scolarisation pour certains enfants, c'est maltraitant. Des dispositifs d'autorégulation, bien sûr que ce serait le rêve pour les jeunes autistes, pour les élèves qui ont des troubles du neurodéveloppement. Oui, ça serait le rêve, mais on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir mettre dans tous les établissements scolaires de France, et y compris en Corrèze, des dispositifs d'autorégulation. Ce n'est pas possible. Donc comment? Il faut qu'on travaille aussi avec le manque. Et c'est là où on doit être imaginatif, c'est là où on doit être novateur, et on doit vraiment se nourrir des autres, et seul on n'arrive à rien, c'est évident. Alors, bon, je vous le dis tout de suite, hein, on verra pas tout. On verra, et oui, parce qu'elle est passionnante. Alors, bien sûr, on verra pas tout. On va, et oui, Ah oui, et oui, mais vous voyez, on voit pas le temps passer, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance. Excusez-moi. Non, il n'y a pas à s'excuser. C'est très bien comme ça. De toute façon, on est chez moi, on fait ce qu'on veut. On est entre nous, une fois de plus, on fait ce qu'on veut. Je voulais juste qu'on dise deux, trois mots. C'est pas, non pas qu'ils sont pas autant prioritaires que les enfants, mais c'est un peu moins. Qu'on parle un peu de l'emploi, alors on viendra sur l'alternance après, mais des dispositifs et des établissements par rapport à l'emploi, hein, bien sûr, parce qu'il y a Marie-Hélène qui est là, on est obligé de parler de Cap emploi, c'est pas qu'on est obligé, mais bon voilà. Et puis des ESAT, aujourd'hui, là aussi peut-être, si vous me permettez de tendre la perche, on n'est plus dans une logique d'occupation des personnes handicapées dans un CAT, hein, comme on disait dans le temps, on est dans un véritable travail, on parle de compétences, on parle de formation, on parle de validation. Et oui, il y a bien sûr Cap Emploi, vous allez nous dire à quoi ça sert, mais il y a plein de personnes en situation de handicap qui sont tout à fait bien accompagnées et suivies par Pôle Emploi, comme vous, comme moi. On tend de plus en plus à c'est pas joli le mot, mais une normalité avec l'étayage nécessaire pour ceux qui en ont besoin. Alors, moi j'ai découvert, hein, j'étais enseignante en Creuse sur l'association des PEP, pas du tout de secteur adulte, et j'ai découvert le secteur adulte, et en arrivant plus particulièrement à la direction générale en 2019. Et là, oui, là je trouve que la richesse de cette association, elle est aussi par rapport à des structures comme Cap Emploi, par rapport au CFA inclusif, par rapport aux mandataires judiciaires, l'office social, les personnes vulnérables. Bon, oui, effectivement, moi j'ai été élue, donc des personnes sous tutelle, sous curatelle, je connaissais. Mais là, quand on est on va dire, en direction d'une association ou un service où il y a près de 800 mesures, c'est-à-dire des mandataires judiciaires, tout un service qui travaille pour protéger les majeurs vulnérables ou en situation de handicap, en ESAT, qui les représentent en CVS. Alors là, moi, je suis baba. Franchement, je me dis, mais j'ai encore tellement de choses à apprendre, parce que là, c'est un véritable travail de collaboration. Alors, ce que fait Marie-Hélène avec son équipe, ses collaborateurs, comme elle dit, là, on a vraiment, on va au plus près. C'est-à-dire que là, elle a des conseillers qui sont avec des personnes qui pouvaient être, comme vous dites tout à l'heure, dans la norme, ouvriers, dans une usine, tout allait bien, et accident, et là, on bascule. Ben, cette bascule-là, comment on l'accompagne? Et c'est là où vraiment Cap Emploi est
en proximité, en complicité, en confiance. Hein, voilà, mais c'est vraiment ça. Et cette agilité qu'ils ont à pouvoir amener la personne qui va perdre tout, en fait, parce que quelquefois, quand on perd son boulot par rapport à un handicap, on perd tout. On n'a plus confiance, on se dit, mais à quoi je vais servir? Et c'est là où ces personnes ressources de Cap Emploi vont être accompagnantes pour être maintenues dans l'emploi et accompagner l'employeur pour adapter le poste ou après, si ce n'est pas possible, accompagner vers la recherche. Et ça, moi je trouve ça assez formidable. Hein. Alors là aussi, on travaille sur le champ des possibles. Eh oui. Hein, ça c'est important. Deuxièmement, un ESAT, je me permets de dire, établissement et services d'aide par le travail. Hein, donc qui sont des structures où il y a de la production, où il y a des choses comme ça. Il existe quelque chose aujourd'hui, Marie-Hélène, elle pourrait peut-être en une phrase nous l'expliquer, j'imagine, c'est l'emploi accompagné, qui a une grosse... moi, de ce que j'en connais, de ce que j'aime bien en retenir, c'est cette possibilité d'accompagner tout au long du contrat. Et accompagner tout au long du contrat, ça veut dire que demain, une personne en situation de handicap signe un CDI dans une entreprise, elle et l'employeur ont un interlocuteur tout au long du contrat. Ouais. Et ça, pour avoir un peu travaillé dans le secteur, ça peut changer énormément de choses et vraiment consolider ces liens. J'en profite pour saluer Philippe Daly, qui est directeur de la CCI La Creuse, qui nous fait le plaisir d'être régulièrement là. Salut Philippe. Il dit « L'inclusion est protéiforme aussi. L'accompagnement pour aider le passage des personnes en secteur ordinaire est vraiment déterminant. » Deux choses importantes dans ce qu'il dit. L'accompagnement vers le milieu ordinaire est un axe de travail essentiel. Il ne doit pas être exclusif. Non. Il doit, on revient un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, il faut travailler vers le possible et quand c'est pas possible, c'est pas grave non plus. C'est pas non plus. Voilà. Hein? Ouais. Tout à fait. Mais là, nous, c'est le prochain chantier des PEP 19. La transformation de nos IME, y compris ces SAT par bassin, ça y est, on a enclenché, les équipes vont être préparées, on va travailler avec. Les ESAT et la transformation, là par contre, effectivement, c'est notre prochain chantier des 2 années à venir. Même s'il y a déjà des amorces, c'est évident. Mais je pense aussi qu'il va falloir que, là pour le coup, ce soit tous les partenaires qui en aient conscience. Voilà. Et qu'on ne soit pas que sur de l'alternance un petit moment où on est aidé financièrement. Vous parlez effectivement de cet accompagnement qui va durer. Je crois que c'est ça aussi. Il y a besoin de confiance et de durée. Si c'est pour du ponctuel, du saupoudrage, ça ne marchera pas. Ça, c'est évident. Alors, sur les ESAT, effectivement, là, il va falloir qu'on travaille aux compétences, mais... nous, on a sur Tulle un restaurant collectif et tout le monde peut venir déjeuner. Et ce sont effectivement des travailleurs en situation de handicap qui préparent le repas, qui font l'installation de la salle, donc qui ont cette compétence-là. Bien sûr. Donc, on développe des compétences en ESAT. Le vieillissement, bien sûr, ça, moi, ça, je l'ai constaté. Il y a la RAE aussi. Alors, on pourra en parler. On a fait venir ici le représentant Andy est compétent. Voilà. Bon, il y aurait plein de choses à dire. Ce que je vous propose, alors 2 choses. Je vais lire ce que dit Marie-Hélène et puis on va sauter 1 ou 2 parties parce je voudrais quand même qu'on parle du CFA inclusif qui est très important. Moi aussi. Et puis après, si on a le temps, on prendra le temps. Marie-Hélène, elle dit, et elle a raison. De toute façon, elle a forcément raison, Marie-Hélène. L'accompagnement vers le milieu ordinaire ne se fait que par la synergie des expertises de chacun. C'est ça. Mais c'est vrai pour ça, comme c'est vrai pour le reste. Ce qu'on a dit, la veille et le suivi sont essentiels. Alors là, oui, effectivement, parce qu'elle le sait, Marie-Hélène, elle le sait mieux que quiconque. Allez, je vais être un peu provocateur. L'emploi des personnes en situation de handicap, ce n'est pas 1 semaine par an. Lors de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Ça, c'est ou le DOD. La deuxième chose, c'est que oui, c'est comme ça. On oublie un peu vite les choses. Et oui, toute l'année, il faut avoir des gens comme Marie-Hélène et comme ses équipes, et comme les gens de Pôle emploi d'ailleurs, il ne faut pas les exclure, qui rappellent aux employeurs que les compétences, elles se trouvent partout. Voilà. On peut avoir qu'un bras et beaucoup de compétences. On peut avoir qu'une jambe et beaucoup de compétences. On peut avoir...
Mais effectivement, c'est le travail de le redire. Il faut le dire, le redire, le remontrer. Par contre, attention, hein, parce que ça, c'est que mon avis. Plus on montre du doigt, plus on travaille sur le particularisme. Et je trouve que c'est pas bon non plus. Mais ça, c'est mon avis. Oui. C'est pas, on ne sert pas forcément les gens parce qu'à force, on n'avance plus. On n'avance plus. La meilleure des choses par rapport à une personne en situation de handicap qui travaille, certes, on peut faire un petit reportage comme ça, mais la meilleure des choses, c'est de ne pas s'en rendre compte. C'est pas de s'en rendre compte. Voilà, donc voilà. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle ait un handicap qui ne se voit pas. Hein. Je n'ai pas dit ça. Hein, parce que ça, on pourra en discuter. Allez, on part au CFA inclusif. Ah, oui, oui, oui. Je vous montre des vidéos. Alors, que ce soit très clair. Les vidéos, elles ont été faites avec les moyens du bord, donc on ne critique pas. C'est un petit montage. Et puis on en discute tout de suite derrière. Allez. Les ateliers de Croisy, d'Argentat et Bénat accueillent 47 personnes en situation de handicap orientées par la MDPH. Ils proposent notamment un atelier espace vert. L'ESAT a accueilli Elliot, qui avait dès son entrée un projet pour aller vers un apprentissage et vers un CAP. Il est resté quelques années où il a développé ses compétences techniques au sein des ateliers avec la tonte, le débroussaillage, le travail en hauteur. Il a eu des autorisations de conduite pour conduire les tracteurs autoportés. Et donc au bout de quelques années, il nous a demandé de bien vouloir l'accompagner pour chercher une solution pour passer un CAP. Il avait une vraie volonté d'être qualifié pour aller ensuite en milieu ordinaire et trouver un emploi de jardinier à espace vert. La recherche du contrat en apprentissage, ça a commencé au sein de l'ESAT par un rapprochement avec le CFA inclusif qui nous a paru adapté pour accueillir Elliot. Donc on a organisé une visite, donc il y avait des professionnels de l'ESAT, Elliot bien sûr, et des membres de l'équipe éducative du CFA inclusif. Donc des enseignants sur la partie générale, des enseignants techniques. Il a pu rencontrer aussi des jeunes qui étaient en apprentissage, il a beaucoup échangé avec eux, ce qui lui a permis de pouvoir se rendre compte que le CFA inclusif ce n'était pas comme à l'école, qu'il allait pouvoir travailler en petits groupes avec des choses très concrètes, très pratiques. Il s'est rendu compte aussi qu'il avait déjà des acquis sur le plan professionnel. Et il a aussi bien sûr rencontré la direction du CFA inclusif qui lui a expliqué ce qu'était un contrat d'apprentissage, la rémunération, les conditions pour pouvoir y accéder. Le moniteur référent d'Elliot a été d'une grande importance auprès du tuteur dans l'entreprise dans laquelle il effectuait son contrat d'apprentissage, de par ses connaissances dans ses capacités techniques, mais également dans ses vulnérabilités, de par la situation de handicap de monsieur. CESAT Pistache soutient Lucas dans le cadre de son insertion professionnelle en lien avec son apprentissage et nous le soutenons également dans le passage du code et du permis de conduire. Lucas est un jeune très dynamique qui a besoin d'un cadre assez rigoureux pour évoluer et pour mener à bien son projet de vie et son projet professionnel. Elliot peut être fier d'avoir validé son CAP, mais les chemins de la réussite peuvent prendre différentes directions. On participe à l'accompagnement des jeunes dans, certes, l'apprentissage, mais aussi dans le délicat processus de mise en adéquation entre leurs désirs d'avenir et leurs potentialités. On s'attache à travailler le projet de sortie de chacun, selon ses capacités, vers une inclusion qu'on pourrait définir comme protéiforme mais surtout raisonnée. Émile, qui a partagé son apprentissage avec Elliot, a validé l'an dernier 3 unités de formation du CAP. Il a fait le choix, cette année, de retenter sa chance. Mais cette dernière année au CFA nous a surtout aussi permis d'envisager les perspectives à l'issue de la formation. C'est avec la famille que nous avons pu faire découvrir à Émile l'univers des établissements ESAT. C'est avec 3 établissements qu'il a pu faire son choix et puis définir un projet au sein de l'ESAT de Chamboulive avec la page 19. Ça a été une réelle révélation pour Émile et sa famille. Le bilan est très positif et Émile rebondit avec beaucoup d'enthousiasme sur ce projet dans un cadre qui se veut rassurant, dont il a encore besoin.
OK, et on fait... Voilà, là normalement Marie-Hélène, tu devrais nous entendre. C'est vrai qu'il y avait un petit réglage qui n'existait plus. Oui, oui, plus de son. Là, c'est reparti. Ah. Donc, on le disait, on va reprendre un travail de complémentarité pour accompagner, pour adapter ce mouvement C'est du ça. jeune et de sa famille. Voilà. C'est vraiment le mouvement qui est adapté aux besoins. On est à l'écoute. Et l'équipe du CFA inclusif a su s'entourer des différents services. Alors, pas uniquement les PEP, puisque là, dans le témoignage de la directrice de Sonia, on voit bien que en fait, ce jeune va partir à Chamboulive sur un ESAT de la PAJH. C'est un travail complémentaire. Et c'est là aussi l'intérêt, c'est qu'on doit tous participer à la réussite de ce parcours. Et que ce soit le CESAD, que ce soit la psychologue de l'ESAT qui a mis sa petite pierre, elle aussi, sur ce parcours. Voilà, il n'y a pas que des directeurs, c'est aussi tous les professionnels de terrain qui ont œuvré. Et mais c'est pas si facile important. que ça. Hein. Ah non, ça, non, non. C'est là, on vous a fait un petit raccourci, mais c'est pas si facile que ça de travailler en complémentarité, surtout dans une notion de parcours, c'est-à-dire qui dure. C'est ça, c'est ça. Mais on voit bien ce jeune qui a, enfin, je me souviens plus du prénom. Elliot. Mais Elliot. Mais bon, on est sur un circuit là. J'appelle ça plutôt un circuit. Voilà. Et on est sur l'IME, on est sur le CFA. En amont, il est passé par les SAT. C'est pas rien quand même. C'est un retour vers le CFA, c'est-à-dire on redevient apprenti, on redevient apprenant. Ouais. Alors qu'on était en ESAT, qu'on avait un boulot. Et ce retour, pour être apprenant, il faut qu'il soit accompagné. Et Elliot, dans son témoignage, quand il dit qu'il y a eu des fois où il voulait abandonner, s'il n'y avait pas eu sa famille, s'il n'y avait pas eu la psychologue, s'il n'y avait pas eu l'enseignante, certainement qu'il n'aurait pas abouti. Mais vous savez quoi? On va l'écouter, Elliot. Voilà. Allez, c'est parti. Excellent. Alors le CFA quand même, c'est un CFA, mais c'est pas comme tous ceux qu'on pourrait connaître dans les régions. C'est que ici les profs adaptent les cours en fonction de l'handicap des personnes, mais les éducs qu'on a dans les alentours sont à l'écoute aussi pour nous aider à essayer d'évoluer dans les cours de tout ça. Elliot, comment s'est passé ton parcours au CFA? Qu'est-ce qui t'a permis de réussir ta formation, d'aller jusqu'au bout? Ce qui m'a permis de rentrer au CFA et de continuer ma formation, c'est que j'ai travaillé j'ai fait mon apprentissage dans une commune pendant 3 ans, à Goules, mais c'était pas simple tous les jours, comme dans toutes les entreprises, en mairie. Mais j'ai pas perdu la main, pourtant au bout du 2e année, j'ai voulu arrêter et puis complètement tout arrêter ma formation. Mais ce qui m'a permis de continuer et de tenir la main, c'est grâce à la directrice de San Fortunade et aux moniteurs et aux profs où j'ai permis de pouvoir durer ma formation. Voilà, vous allez voir. Voilà. Ici, normalement, le son est revenu. Nathalie, excusez-nous. Je disais donc que je souhaitais qu'on parle d'autisme, et dites-nous si vous nous entendez.
Les PEP, comme d'autres sur le territoire, ont une expertise dans le champ de l'autisme, les troubles neurodéveloppementaux. Allez, on va pas, c'est pas une mode et le mot est très mauvais, mais aujourd'hui, pour caricaturer un peu, la trisomie, on connaît. Le handicap moteur, on connaît. Quand je dis on connaît, ça veut dire qu'on a l'histoire, l'expérience, l'expertise. L'autisme, on continue d'apprendre. On continue de s'adapter. Aujourd'hui, si je vous dis que devant la prévalence de l'autisme et le fait que beaucoup de situations nécessitent une prise en charge très individualisée, est-ce qu'on a aujourd'hui suffisamment de moyens pour prendre en charge ces enfants et accompagner les familles en sachant que ce n'est pas une fatalité si on ne les a pas. Mais voilà, quelle est un peu votre analyse par rapport à ça? C'est quand même quelque chose de très particulier. Il ne s'agit pas de stigmatiser, mais ce sont des prises en charge qui sont particulières. Voilà, où on en est aujourd'hui. Alors, nous, au PEP 19, je pense qu'on a pris conscience il y a on va dire, il y a quelques années déjà, hein, de l'importance de ces troubles et de la difficulté d'accompagner et la difficulté à former les équipes. Donc nous, on a sur l'IME du CEL une équipe vraiment très formée, très compétente, avec une expertise reconnue. On est dans la phase de certification où là, on reçoit des jeunes avec l'hébergement possible, bien sûr, parce que très souvent, lorsqu'ils sont non communicants ou avec des troubles associés, c'est aussi ce que vous dites, une particularité. C'est-à-dire que l'autisme, vous avez l'autisme Asperger, dont aussi beaucoup de familles veulent se revendiquer parce que voilà, avoir un enfant autisme mais au potentiel, c'est toujours mieux. C'est pas Rainman, hein. Ben oui, c'est toujours mieux que d'avoir un enfant qui ne communique pas et qui a des troubles du spectre de l'autisme. Et quand le diagnostic tombe, ou là aussi, comment on accompagne, quelle prise en charge. Alors, c'est vrai que l'IME, on a vraiment une équipe experte. On a un CESAD avec très peu de place, mais on a répondu à une demande de l'Agence régionale de santé de créer un dispositif d'autorégulation en collège. C'était un des tout premiers, en septembre 2019. Bon, je mens si je dis que tout se passe bien, mais il y a une volonté à la fois de la communauté éducative de cet établissement, à Arsonval-à-Brive. Il y a une volonté du chef d'établissement, de l'équipe enseignante, le CESAD, autisme, des PEP 19, mais tout en œuvre pour que ce dispositif soit aussi une réussite. Après, on a développé, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du CAMS, la directrice médicale est en capacité aujourd'hui de faire du diagnostic, du dépistage du diagnostic. Donc ça, c'est important. Alors, après, on a quelques compétences, mais on ne peut pas développer ces compétences partout. Ça demande de la formation, ça demande du temps. Ça demande du temps. Il faut aussi qu'il y ait une volonté des professionnels de se former. L'autisme peut faire peur. Je pense que le secteur médico-social, moi on l'entendait beaucoup hein, dans les instances représentatives du personnel. Oui, mais maintenant il n'y a plus que l'autisme, il n'y a que du fric pour l'autisme, c'est pas possible. Vous avez raison de le dire. Non, mais voilà, enfin, c'était ce que les professionnels du terrain nous faisaient remonter, parce qu'ils avaient ce sentiment-là, que le reste n'existait plus, qu'il n'y avait plus d'intérêt ou de priorité pour la commande publique autre que celle pour l'autisme. Donc, les PEP 19 ont maintenu le cap, ont développé des compétences en autisme. L'ensemble quasi de nos personnels ont eu des modules à minima 1, 2. Hein, ça, c'était important. On a vraiment développé en 2 ans un plan important pour qu'il y ait un minimum. On a développé des compétences pour des salariés de job coaching aussi, qu'on avait des professionnels, et notamment sur cette pathologie autisme en ESAT, comment on peut accueillir
comment on peut accueillir des personnes autistes dans un atelier en ESAT. C'est possible. Moi, j'ai été très étonnée. J'ai appris qu'à Limoges, il y avait un atelier de couture où ils avaient accueilli 2 jeunes filles autistes qui ont travaillé sur certaines robes qui font partie des défilés. Donc, on voit bien qu'il faut qu'on adapte aussi nos outils, faut qu'on adapte nos méthodes à l'accueil. Avant même, je pense qu'on s'imagine travailler, accompagner des autistes, il faut aussi que nos infrastructures, nos structures soient en capacité de le faire. Même au niveau des locaux. Hein. Mais c'est bien ça. On voit bien, on peut avoir des ateliers de sous-traitance. On a très souvent des ateliers qui sont quand même surdimensionnés. Et puis le bruit, ah ben, la lumière, c'est tous ça, ces tout ça, éléments-là. hein, Il faut réadapter. Pas, il faut aménager les locaux pour pouvoir les accueillir. Alors, ça, c'est un travail qui doit être un travail de fond. Je crois qu'il ne faut pas obliger les professionnels ou les directeurs. Il faut que ça vienne aussi des besoins qui vont être ressentis sur le territoire. Et si véritablement on doit accompagner, on accompagnera. On a créé, moi ma volonté ça a été vraiment d'avoir un poste transversal sur l'ensemble du département sur tout ce qui est autiste, parce qu'il faut un chef de service formé et qui vraiment puisse prendre en compte l'ensemble des services que nous et des compétences qu'on a. Donc on est en train de monter en compétences, de se structurer, parce qu'on sait qu'il y aura des besoins. Quand le docteur Cassagne dépiste un nombre assez important d'enfants tout petits porteurs d'autisme, ça veut bien dire que demain, il y aura des besoins. Et c'est là où il faudra qu'on soit présent. Alors là aussi, il y en a pas. Pendant que vous avez parlé, j'ai passé le film sur l'autisme, donc, qui a été fourni par les PEP. Là, on pourrait en parler des semaines. Oui. Parce que derrière tout ça, il y a plein de choses, effectivement. Alors, oui, et puis, juste derrière ce film, c'est vrai qu'on voit des enfants qui sont souriants, qui sont bien, on voit des éducateurs qui sont bien, qui sont heureux. Qui sont bien dans leur... c'est un film, ça aussi. Oui. Voilà, c'est un temps, mais tout le travail en amont, toute la confiance qu'il a fallu installer, toutes les méthodes de travail, les recommandations des bonnes pratiques, c'est pas pour rien. On ne peut pas travailler... Effectivement, accompagner des autistes, c'est comme ça, c'est la pathologie, on ne peut pas faire n'importe quoi, et tant mieux. Et c'est très cadré, hein. Pour les gens qui ne connaissent pas, moi j'ai été assez surpris quand je me suis un peu rapproché de... C'est extrêmement réfléchi, extrêmement cadré. C'est pas pour rien qu'on parle de routine, qu'on parle de choses comme ça. Voilà. C'est aussi ce qui fait que, bien souvent, le travail est difficile entre la prise en charge, par exemple, la journée en établissement ou avec des services, et le retour à la maison, parce que c'est contraignant pour la famille, il ne faut pas qu'il y ait de rupture, etc. etc. Bon, on reparlera de tout ça parce que c'est passionnant, mais là aussi, j'en profite juste pour réinsister sur la nécessaire valorisation des métiers, parce que c'est pas rien de s'occuper, de monter en compétences sur des pathologies et sur des troubles comme ça. Et puis là aussi, on ne le dit pas, on parle d'autisme. Il y a des enfants, comme vous les voyez là, comme vous les avez vus là. Il y a aussi des familles qui sont en très grande difficulté et en très grande souffrance, parce qu'il y a des coups, parce qu'il y a de la violence, alors irraisonnée, hein, on est bien d'accord, mais et on ne dit pas tout. Et on ne dit pas tout parce que voilà, c'est compliqué. Et bien évidemment, si on n'a pas les professionnels qui vont en face, on ne pourra aider ni les usagers, ni les familles. On ne verra pas tout, Sylvie. On ne verra pas tout. Non. Allez, c'est la dernière question de l'émission. Vers quoi il faut qu'on aille sur le champ du handicap? Allez, donnez-moi 2 grands objectifs à moyen terme qui, pour vous semblent incontournable, qu'on ait les moyens ou pas, mais voilà, 2 grands objectifs à moyen terme. Pour moi, il y a vraiment l'objectif premier, c'est qu'on arrive sur certaines situations à tous se mettre autour d'une table et à décloisonner, à arrêter de cliver. Je crois que vraiment, on a ce besoin-là de se parler sans penser être en concurrence. C'est-à-dire qu'on est tellement dans cette attente de dotation, d'appel à candidature, d'appel à manifestation d'intérêt, qu'on en oublie le sens qu'on a de notre métier. Ce métier.
Ça, c'est un premier Pour objectif. moi, Et pour moi, c'est relativement l'objectif. facile. Hein. Mais Si on bien veut sûr. bien, là, il n'y a pas besoin de plus de moyens ou quoi. Là, tous les éléments sont en place. Il suffit d'être Il d'accord. suffit juste De changer de d'une posture. volonté Oui. commune et On est d'accord. collective. La deuxième, alors c'est vraiment... alors, moi j'ai quitté l'éducation nationale en 2005. Effectivement, j'écoute, comme tout le monde, qu'il faut revaloriser le salaire des enseignants et il n'y a pas de souci. Je pense sincèrement que dans notre secteur, il y a un manque de reconnaissance. Un manque de reconnaissance qui est certainement lié peut-être à ce travail auquel... c'est un travail qui est dur. Quand on travaille en masse, en maison d'accueil spécialisée avec des résidents en situation de grave handicap, de polyhandicap... Alors là, pour le coup, c'est des personnes qui ont vraiment besoin d'être en établissement. Là, oui. On est d'accord, pour que pas les gens d'autre visualisent solution. bien. Voilà, Hein. il n'y a pas d'autre solution. Effectivement, on peut les voir sur certaines fêtes, certains spectacles qui sont un peu au fond de la salle. Mais parce qu'ils y reviennent. Mais aussi, voilà. Hein. Mais on ne les voit pas souvent. Voilà. Et vraiment, je crois que ce qu'on a certainement loupé dans le secteur, c'est la formation et faire du turnover. Je crois que laisser des salariés, lorsque le travail est lourd, dur, difficile, il aurait fallu qu'on pense à ça plus tôt. Et je crois que si on a un deuxième... Enfin, moi, l'objectif, c'est vraiment de former, de valoriser et de faire en sorte que les équipes puissent tourner. Vraiment donner l'opportunité de se redonner un autre souffle à une vie professionnelle. Voilà. Merci. Je sais, mais oui, moi aussi, je l'inviterai l'année prochaine. Hein, je réinviterai s'il y a d'autres émissions, je la réinviterai l'année prochaine. Puis l'année prochaine, vous verrez, normalement, on peut en inviter 2 à la fois. Donc ce que je vous propose, c'est que je la réinviterai et puis j'inviterai Marie-Hélène avec. Ah oui, alors là, très bien. Là, je ne pourrais pas placer un mot et pourtant, je suis un des plus bavards de tout le Limousin, voire de toute la Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. C'était passionnant. Marie-Hélène qui dit « Le risque est bien là, mais nos métiers tournés vers l'humain sont tellement riches. » Oui, Marie-Hélène, c'est vrai. Mais voilà, la reconnaissance, elle prend plusieurs formes et on ne parle pas que d'argent, effectivement. Oui. Éviter l'épuisement et la maltraitance des personnels, c'est très important. Allez, je vais terminer là, je vais vous faire un petit face caméra. Je vous dis à la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'était passionnant. La semaine prochaine, c'est complètement différent. Ça va être passionnant aussi. C'est un domaine que je ne connais absolument pas. J'aurai le plaisir de recevoir le directeur de l'aéroport de Limoges. Voilà, on sera aussi dans l'économie. Il va nous raconter plein d'histoires très très intéressantes, mais c'est ça l'avantage de Il y a de l'écho dans mon salon. C'est aujourd'hui c'est handicap, médico-social. La semaine prochaine, ce sera l'aéroport. Et puis la semaine d'après, Sophie Girard, dont je vous ai déjà parlé, qu'on attend avec impatience ici. L'ARS, l'Agence régionale de santé. C'est les personnes qui couvrent, mais alors, des tonnes et des tonnes de trucs. Elle va nous raconter ça. Et puis, on finira par un creusois. On finira par un chef d'entreprise creusois parce que ça s'appelle Il y a de l'écho dans mon salon. Et c'est aussi le moyen de donner la parole à ceux qui font, à ceux qui entreprennent. Parce qu'on se dit toujours, oui, ils entreprennent, ils sont riches, etc. Non, c'est pas que ça la vie des entrepreneurs. Voilà. Allez, pour l'instant, vous savez ce que je vais faire. Je refais un plan large pour que vous voyez une dernière fois Sylvie. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Maintenant, vous pouvez aller, s'il ne fait pas trop froid chez vous, aller au barbecue. Allez, c'est parti. À bientôt. Merci Sylvie. Au revoir. À bientôt.